1759, la bataille de Québec. Pour nous, on maintient toujours que la bataille, c'était entre les Anglais et les Français. La couronne de Bretagne a battu la couronne francophone. À ce moment-là, ce n'est pas les Premières Nations qui ont perdu la guerre. Ce n'est pas les Premières Nations qui étaient en guerre contre la Bretagne, ni contre la France. Par contre, encore notre souveraineté, donc, perdure encore. Même si cette bataille-là a eu lieu, et les Britanniques ont gagné contre les francophones. En 1877, la Confédération, donc le Canada qui s'établit, et encore là, sans consultation, sans savoir, dans la majorité des cas, on a établi un pays et on a donné le pouvoir au gouvernement fédéral et la responsabilité au gouvernement fédéral sur les peuples autochtones et les terres autochtones. Il faut comprendre que pendant les années 1700, il y a eu quand même bien des choses qui se sont passées en ce qui concerne les Micmacs. On se souvient de General Amherst qui nous a fait cadeau des couvertures pleines de rubéoles. Ça a décimé la nation Micmac à 90%. Donc déjà, rendu dans les années 1800, notre peuple était quand même très appauvri et la force militaire qu'il représentait au moment des traités n'y était plus. Donc on a procédé comme si il n'y avait aucune conséquence sur les décisions qui se prenaient. Donc, une décision en 1967 qui est prise, mais les nations ne sont pas consultées. Donc, on maintient encore que notre souveraineté n'a pas été éteindue. En 1969, 100 ans plus tard, on a le papier blanc qui a fait un éveil au niveau du pays. Parce que même avec la loi des Indiens, qui a été mis en place. Tout le monde connaît, je pense, la loi sur les Indiens, qui a été l'outil utilisé par le gouvernement canadien pour restreindre, justement, les contrôler et assimiler les populations autochtones du pays. C'était quand même quelque chose qui est reconnaissant de certaines choses. Il y a des aspects très discriminatoires de cette législation-là. Mais ça a rassemblé le monde dans les communautés. Donc, il y a un esprit des nations qui s'est quand même maintenu suite à cette. C'est un des résultats. Je pense que c'est pas un des résultats à laquelle le gouvernement s'attendait. Mais on s'est aperçu en 1969, quand le gouvernement canadien a essayé d'implanter une loi qui s'appelle le papier blanc, qui donnait exactement le même statut aux Premières Nations du pays que les citoyens canadiens. Tout ça parallèle, ça fait penser au débat des droits qu'on veut donner aux femmes aujourd'hui, exactement le même droit que les femmes. On n'est pas contre les autres. Mais quand on regarde au moment où on dit on veut donner les mêmes droits aux Premières Nations, il y a tout l'aspect de la souveraineté, des droits inhérents des Premières Nations qui sont pris et mis de côté. Tu vas avoir le droit de vote, tu vas avoir le droit de payer la taxe, comme tout le monde. Donc, tous les droits qui sont inhérents des nations, cet document-là, c'est vraiment ça qui était représenté. Donc, la continuité d'une procédure d'assimilation, intégration, assimilation, en ligne d'extinction. Ça a fait lever du monde dans le pays. En 1998, l'Assemblée des Premières Nations, les chefs, ont adopté les 26 principes. Les principes dans lesquels on reconnaît nos droits inhérents, nos droits à l'autonomie gouvernementale et aussi le fait que les droits ne sont pas cédés. On a le droit d'occuper ses territoires et avoir le partage de ces ressources. D'ailleurs, on revient encore avec la Déclaration des Nations Unies
donc, M. Cardinal nous a présenté plus tôt. Et encore là, on réaffirme le droit des peuples autochtones de se constituer, de se maintenir comme des nations. Et une chose qu'il faut se souvenir, la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, c'est le standard minimum pour la survie des peuples autochtones. Si ces standards-là ne sont pas respectés, on sait ce que ça veut dire. Donc, c'est très important d'avoir le support au niveau du public, de forcer le gouvernement à mettre pression sur le gouvernement, de signer cette déclaration. C'est le standard minimum. Tout ce qui est demandé là-dedans, c'est déjà présent dans les lois canadiennes. Comme Eric a expliqué, on ne peut pas forcer le gouvernement canadien ni le gouvernement du Québec de faire quoi que ce soit. C'est pas une loi de cette force-là. Donc, pourquoi une réaffirmation de notre souveraineté? Premièrement, pour renoncer et confirmer le fait que notre souveraineté et nos titres ne sont pas éteints. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, même avec les différentes lois, l'évolution avec le gouvernement canadien, le gouvernement du Québec, aucune de ces lois-là éteint notre souveraineté, nos titres et nos droits. Donc, c'est pour contrer justement les politiques et les actions des gouvernements dans ce sens-là. Aussi, un des buts qu'on veut atteindre avec cette réaffirmation-là, c'est de graduellement remettre en place, rétablir notre gouvernance sur les territoires qui ne sont pas cédés, de créer nos institutions, de se donner des lois. C'est une évolution qui a été arrêtée. Lorsqu'on a créé la loi sur les Indiens, on a enfermé notre monde dans la communauté et l'évolution normale qui aurait dû avoir lieu n'a pas eu lieu. On a vu pendant les décennies de 250 ans les investissements par les différents niveaux de gouvernement pour soutenir les petites communautés rurales. Ces communautés-là n'existeraient pas si le gouvernement n'avait pas fait l'investissement au niveau de la foresterie, au niveau de la pêche, au niveau de l'exploitation des différentes ressources. On n'a pas fait ça pour les Premières Nations, on les a parqués, dans les communautés et nationales. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire aussi, c'est de mettre en place un cadre de gouvernance et commencer à bâtir un cadre de loi qui va aider notre peuple à s'épanouir et aussi commencer à bénéficier de leurs terres et leurs ressources. Le but, ultimement, c'est de devenir des peuples autosuffisants, autonomes, dépendants de nous-mêmes. On est dans une situation présentement, suite à la façon qu'on a géré nos communautés, dans une situation de pauvreté économique. On est complètement dépendant pour la majorité de nos communautés des subventions du gouvernement fédéral. Donc, la réaffirmation de notre souveraineté, la question de se donner un cadre et commencer à développer des règles, c'est vraiment nous donner des outils qu'on a besoin pour être capable d'atteindre une sorte d'économie, commencer à bâtir au niveau économique nos communautés. Excusez, parce que je joue avec ça encore avec ça. Par le développement de nos institutions, évidemment, qu'est-ce qu'on vise? C'est d'atteindre une qualité de vie pour nos communautés, pour nos membres, qui est paritaire, l'équivalent du peuple québécois et canadien. Rien de plus, rien de moins. Si on peut avoir du monde qui sont riches dans la société québécoise et canadienne, je pense qu'au niveau des Premières Nations, on devrait avoir les mêmes capacités. Mais il faut avoir accès à nos terres et
nos ressources pour le faire. Et évidemment, en devenant une force économique, je crois vraiment que surtout dans les régions, si on peut développer nos économies, si on peut avoir un partage juste